Bonsoir et très heureux de vous retrouver pour le Grand Oral. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Léa Marciano, photographe. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc au Grand Oral. Vous êtes photographe, vous le dites vous-même d'ailleurs. L'appareil photo vous a tout simplement évité de parler parce que, comme on le dit, une photo vaut 1000 mots, donc on va quand même en parler de ces photos avec vous. Vous avez composé ce livre de photos magnifique qui s'appelle Tikkun Olam et qui, au fond, est l'album de ces 2 ans donc, que l'on vient de passer, 2 ans terribles, à la fois en France et en Israël, donc vous avez choisi d'appeler Tikkun Olam, une notion, comme le dit d'ailleurs Delphine Orwiller dans la préface de votre livre, qui vient de loin et qui veut dire beaucoup plus que réparation. On en parlera. Vous êtes sur le terrain depuis le 7 octobre, en Israël et en France, au cœur des traumatismes, au cœur des violences, au cœur des manifestations. Et vous avez décidé de documenter cette période tellement compliquée. Comment est née l'idée de ce livre exactement? À quel moment? L'idée du livre est née il y a quelques mois, cette année en fait. Moi, quand j'ai commencé à faire les photographies sur le terrain, c'était vraiment pas dans le but de faire un recueil, c'était vraiment pour aider les associations sur place, pour aider tous ces gens qui avaient besoin de visuels, qui avaient besoin d'images. Et moi, j'avais besoin d'aider. Donc, j'ai mis au service des associations mes compétences. Je leur ai fourni des images de qualité pour leurs réseaux sociaux, pour leur communication. Et ce, pendant un an et demi, avant de réaliser qu'effectivement, il y avait beaucoup d'images et qu'il faudrait peut-être les montrer au monde. Parce que qu'est-ce que vous captez à ce moment-là, dans ces moments de tension, de sidération, de tristesse, de solitude? Parce que vous allez des deux côtés. Vous allez à la fois du côté français et du côté israélien, plus particulièrement à Niroz, on va en parler. Vous avez à ce moment-là le sentiment et plus que le sentiment, de capter les âmes brisées, les âmes défaites, les vies explosées? Alors moi, ce que j'aime, c'est capter justement le Tikkun Olam, la réparation, donc les gens qui vont se tenir debout et continuer malgré tout à vivre et à parler des otages, que ce soit surtout en France, parce que les otages sont très invisibilisés dans la société française. Ils l'ont été tout de suite ou ça a pris quelque temps, le temps qu'effectivement il y ait une organisation du débat politique et de la critique contre Israël? Vous avez vu à travers les photos, à travers la manière dont on parlait, que ça avait basculé au bout de combien de temps? Moi, je trouve que ça a basculé très vite, parce qu'après la sidération du monde entier face au 7 octobre, dès le 8 octobre, j'ai l'impression qu'on avait oublié l'horreur qui s'était passée et qu'on était très vite dans le camp du mal à nous rappeler à quel point ils vivent l'enfer depuis 77 ans ou que sais-je. Et la tendance s'est inversée très vite. Donc il a fallu que ce soit la communauté juive qui se lève, qui se monte en association, qui fasse imprimer des affiches et qui affiche vraiment les visages des otages, les visages des victimes pour que personne n'oublie. Et pour justement que personne n'oublie et qu'on les voit, comme on va les voir effectivement là, au cours de cette émission, vous accompagnez tous les jours, tous les soirs, il y a les nuits de collage, il y a comment ça se répartit, comment ça s'organise et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez une communauté frappée mais debout. Exactement, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que on était tous très silencieux le 7 octobre, le 8 aussi, et dès le 9 on était dans la rue. On était dans la rue. Ça décide dans quelle pièce, dans quel bureau, quelle est la photo que vous faites qui dit on va démarrer, ça y est, ça démarre? En fait, j'ai suivi mon premier collage en novembre 2023. Les associations se sont montées très vite et les gens se sont manifestés pour coller dans la rue, dans le froid, dans la nuit. Ils ont pris un seau de colle, chose qu'ils n'avaient jamais fait avant. Ils ont collé des visages dans les rues de Paris pour ne pas qu'on les oublie. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est qu'on n'oublie pas ceux qui collent. Qu'on n'oublie pas ces gens qui sont sortis dans la nuit et dans le froid pour coller ces images. Donc cette onde de choc se répartit. On voit que le monde a de plus en plus de mal à saisir ou à décider effectivement pour partie d'oublier ce qui s'est passé. Et il y a des manifestations qui s'organisent avec les collectifs que vous suivez et qui se confrontent à cette non seulement indifférence, mais plus que ça, cette hostilité. C'est
ces fameuses manifestations où la violence a commencé à s'exprimer. Est-ce que vous avez quel souvenir vous avez de ce moment-là? Moi, je me souviens qu'on a essayé d'être dans des manifestations humanistes, universalistes, où on parlait par exemple du droit des femmes. Et on a essayé de monter des cortèges où on essayait de remettre la lumière sur les femmes. Quel collectif vous étiez, l'association Nous Vivrons? Nous Vivrons, tout à fait. Nous Vivrons avait un cortège le 8 mars 2024. Journée de la femme. Exactement. Journée consacrée aux droits donc, pour la femme. Ouais. Exactement. Et j'ai suivi ce cortège qui redonnait la lumière aux femmes qui ont été violées le 7 octobre 2023 parce que personne n'en parlait. Et lors de cette manifestation, ce cortège s'est fait malmener, s'est fait huer, insulter, siffler. On a reçu des œufs, on a reçu des bouteilles. Donc il y avait vraiment beaucoup de violence verbale et physique à cette manifestation. Et je crois que c'est vraiment le moment où j'ai décidé de documenter tout ce que je pouvais pour ne pas laisser passer ça. Et alors ce jour-là, d'ailleurs, il y a sur le chemin ou après ou avant la manifestation, vous apercevez qu'il y a une inscription sur un mur, un tag qui vous marque particulièrement. Tout à fait, il y a écrit un sioniste, une balle. Et c'est un tag qui est énorme, qui fait toute la surface d'une façade d'immeuble, qui était clairement sur le chemin de cette manifestation. Dans quel quartier? C'était où? C'était sur le boulevard Magenta. Donc vraiment en plein milieu de cette marche où Nous Vivrons était prévu et sujet à polémique. Sa présence était sujet à polémique. J'ai l'impression que ce tag était là pour nous en fait, comme un message, comme une menace même, plus qu'un message. Un sioniste, une balle, donc c'est douloureux et malheureusement il y a ça dans beaucoup des rues de Paris, que ce soit des tags ou des stickers, des affiches. Ce sont des micro-agressions que les Juifs ont à subir tous les jours dans les rues de Paris. Et il y a eu cette période aussi justement extrêmement violente où les photos, les affiches étaient arrachées après votre passage, après les collages. Il y avait voilà, des gens qui venaient et qui arrachaient des photos d'enfants, arrachaient des photos d'otages. Et là aussi, c'était une autre forme de violence qui continuait à se manifester. Tout à fait, c'était une forme de violence inouïe, c'était arraché avec une telle rage, ça se voyait, c'était rayé à la clé, c'était arraché du bout des ongles. Il y avait une vraie rage dans les gens qui prenaient du plaisir à arracher des images de gens qui étaient détenus ou des images de vieillards, de bébés. C'est fou. On assiste aussi pendant cette période-là, et vous l'avez aussi donc, bien montré, on le voit à travers vos images, le fait que les kibboutz, parce que si on va quelques instants de l'autre côté, à quel moment vous décidez aussi d'aller de l'autre côté, d'aller là où ça se passe, là où il y a effectivement la terre qui a été souillée par ce massacre? Comment vous décidez d'y aller et pourquoi Niroz devient un lieu de photo pour vous? J'ai d'abord été visiter Kfar Aza en tout premier. J'ai été accompagner une délégation d'avocats de l'association Action Avocats qui œuvre depuis le 7 octobre contre l'antisémitisme. Et j'ai accompagné cette délégation en qualité de photographe. On a visité Kfar Aza et les lieux du festival Nova et j'ai été frappée comme tout le monde par l'horreur. Et en commençant à photographier ce kibboutz de Kfar Aza, je suis rentrée dans une certaine intimité avec les habitants de ce kibboutz. Ça m'a profondément touchée, beaucoup marquée. Donc j'ai ramené le plus d'images possible parce que, encore une fois, il faut documenter, il faut que les gens voient ces images. Et ensuite, j'ai été assez vite à Niroz, comme vous l'expliquez, qui est tristement célèbre, notamment parce que il a été très durement touché. Plus d'un quart de la population a été soit tuée, soit kidnappée. C'est aussi le kibboutz de la famille Bibas, donc une famille qui a été très très médiatisée. Et qui est devenu le symbole de la tragédie. Qui est devenu le symbole. Les images de ces deux bébés sont dans nos cerveaux et dans nos cœurs pour toujours. Et en visitant ce kibboutz, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est à quel point je voyais le petit bout de paradis que c'était avant, parce que la végétation, elle, continue de garder ses droits, les animaux partout, les chats, les paons. J'ai vu des paons quand j'étais en train de faire mes reportages photos. Et j'ai hâte que ce kibboutz refleurisse, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée et j'ai voulu le mettre dans le livre. Parce que c'est ça justement qui guide votre regard à travers vos photos, et d'où le titre du livre, Tikkun Olam, ça veut dire on recommencera, comme on a entendu, voilà, et on a vu ce slogan
nous danserons encore, nous chanterons encore, et on recommencera à vivre et à profiter effectivement de ce lieu-là. Et c'est ce qui vous, au fond, d'emblée, vous vous êtes positionné sur le futur. Vous dites, il va falloir montrer comment on résiste, comment on reste debout, comme vous dites, et ensuite comment on reconstruit. Exactement, parce que moi, c'est ce qui m'a le plus marqué après la sidération du 7 octobre. Ce qui m'a marqué, c'est à quel point on restait debout et à quel point on était soudés. On dit souvent 2 juifs, 3 synagogues ou 3 opinions. Et là, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir plein d'opinions différentes, mais un seul cœur. Et nos battements de cœur étaient synchronisés, nos respirations étaient synchronisées. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en lumière dans ce livre. J'ai voulu montrer comment les gens se sont serrés les coudes, sont restés debout et reconstruisent ensemble, malgré toutes les différences qu'il y a entre nous. Et quand vous revenez en France, c'est, comme on dit, 2 salles, 2 ambiances, hein, c'est-à-dire que vous revenez en France, et là, vous avez un autre enjeu qui est de continuer à suivre cette communauté qui, elle, s'est organisée à côté de ces institutions et qui a créé tellement d'initiatives. Et ça touche aussi des gens qui sont, des personnes qui sont en dehors de la communauté juive. Vous avez une photo sur laquelle vous avez aussi un regard particulier, c'est celle de votre amie sur le terrain du Festival Nova. Pourquoi cette photo? Pourquoi elle? Alors, qui est-elle? Alors c'est tout à fait particulier parce que c'est ma meilleure amie et elle m'a accompagnée lors de mes reportages photos à Nirose et sur le site du Festival Nova, vraiment à titre personnel. Elle a accompagné son amie photographe sur le terrain et ma meilleure amie vit en France et n'est pas juive. Et c'est vrai qu'en la regardant découvrir ces lieux, j'ai pu ressentir ce qu'elle pouvait ressentir. En étant totalement en dehors d'Israël et de... Enfin, c'est pas censé toucher autant ces gens-là que nous. Et au final, je me suis rendu compte que qu'il faut pas être juif ou israélien pour ressentir tout ce qu'on a à ressentir dans ces lieux. Il suffit juste d'être humain. Et j'ai saisi mon appareil photo et je l'ai prise en photo au milieu de la forêt de Nova. Cette forêt où tous les festivaliers se sont mis malheureusement à courir et à grimper aux arbres pour échapper aux barbares, aux terroristes. Et sorti une photo que je trouve plutôt douce et mélancolique. Et c'est vrai que le contraste avec le lieu m'a beaucoup touchée. Donc j'ai mis cette photo dans le livre parce que je la trouvais vraiment très belle. Et comme effectivement un hommage aussi à ceux qui, comme vous dites, n'ont pas l'empathie obligatoire parce qu'ils n'appartiennent pas à la communauté juive, mais comme vous dites, ils sont d'abord humains. Exactement. Et ils ont ressenti cela. On a eu le sentiment aussi pendant ces 2 ans d'avoir la guerre des empathies aussi à travers 2 places en France. La place de la République qui a très souvent rassemblé donc, les partisans de la cause palestinienne et également les partisans du Hamas souvent. Et puis la place du Trocadéro à Paris qui chaque semaine a réuni ceux qui rendaient hommage aux otages. Et là, quand on fait notre livre, on voit le nombre de personnes qui se sont donné rendez-vous régulièrement. Qu'est-ce que vous avez vu là? C'est là que vous avez vu le tikkun olam, comme on dit, la réparation se mettre en place? Oui, évidemment, quand j'ai vu tous ces lieux dans Paris qui étaient investis par la communauté juive et nos alliés pour crier, pour manifester ensemble, pour montrer des images des otages, pour qu'on n'oublie pas. J'ai vu vraiment des gens qui n'étaient pas proches avant devenir proches et c'est devenu comme une famille. Une famille qui se retrouvait. Il y avait tous les vendredis midi un rassemblement sur la place du Trocadéro de manière totalement hebdomadaire. Il y a eu 101 rendez-vous depuis le 7 octobre, toutes les semaines sur la place du Trocadéro. Il y a aussi eu des marches, il y a eu pas que sur la place du Trocadéro, à d'autres endroits dans Paris. Et c'est ça qui fait effectivement la force aussi. Notre force, c'est d'être ensemble, seuls mais ensemble, on dit souvent. Vous considérez que cette mobilisation est terminée, ou alors, parce que les otages vivants sont rentrés, ou alors est-ce qu'elle doit durer jusqu'à ce que le dernier otage, malheureusement décédé, rentre en Israël? Parce que c'est une question en ce moment. On se dit, beaucoup ont dit que la guerre est terminée. Il y a eu de grandes manifestations de joie, évidemment, lorsqu'on a vu les otages revenir. Mais il y a les familles qui continuent à dire, nous attendons encore nos enfants. Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'il reste des otages encore dont les corps sont détenus. Je pense qu'une grosse partie du travail est terminée. Maintenant, il va falloir commencer le travail de mémoire. Il ne faut pas qu'on oublie ce qui s'est passé. Il ne faut pas qu'on oublie les visages. On va se battre dans tous les cas jusqu'au dernier otage, même si tous les vivants sont effectivement rentrés.
Mais je crois qu'il y a d'autres combats qu'on a débutés et qu'on n'est pas prêt de... Lesquels, par exemple? L'antisémitisme. L'antisémitisme en France qui a pris une part importante de notre quotidien. Et je crois que ça, c'est malheureusement pas près de s'arrêter. Il y aura toujours un combat là-dessus. Vous dites, quand vous voyez cet antisémitisme, quand vous le ressentez, vous-même vous en êtes souvent victime ou la cible, au fond que tous les récits qui ont été faits par les aînés, tous les récits qui racontent la Shoah, qui parfois on a pu dire c'est du passé, c'est terminé, il faut arrêter de nous parler sans arrêt de ça, au fond ils avaient raison? Il faut de maintenir cette vigilance et de dire attention, attention. Je pense qu'ils avaient raison et en plus on en a tous le devoir. C'est très très important de se souvenir pour ne pas répéter ou ne pas se faire avoir, je ne sais pas. Mais se souvenir de ce qu'on a vécu, de l'histoire, ça permet logiquement de ne pas faire les mêmes erreurs, ni de notre côté, ni du côté de la République française aussi. Là, on a affaire à une recrudescence des actes antisémites incroyable, c'est inédit. Et qu'est-ce qu'on fait? Avec le recul, justement, qu'est-ce que vous pensez, premièrement, de l'attitude de fond des institutions de la République française, du gouvernement, qui ont toujours été à chaque fois en réaction et qui ont dit les choses? Est-ce que ça vous rassure quand même, ou vous estimez que c'est trop puissant pour être, au fond, contrôlé? Alors, je suis quand même rassurée parce que je vois qu'il y a des mesures qui sont prises. Il y a beaucoup de mesures qui sont prises et je vois qui prennent à cœur le sujet de l'antisémitisme. J'entends les politiques en parler. En revanche, moi, ce qui me fait plutôt peur, c'est que j'ai l'impression que c'est devenu une mode, l'antisémitisme. J'ai l'impression que c'est devenu quelque chose pour être... Au sein de votre génération? Au sein de ma génération et surtout les plus jeunes. J'ai l'impression que pour être dans le coup, il faut absolument porter un kéfier et aller dans la rue, revendiquer des choses qu'on ne comprend pas sur un pays qu'on ne sait pas situer géographiquement. Moi, j'ai été dans la rue, j'ai été prendre des photos, j'ai été interviewer des gens et je me suis rendu compte, ce qui me frappe le plus, c'est le manque de connaissance totale des gens qui sont dans la rue sur le sujet du conflit israélo-palestinien. L'importation du conflit est dans tous les cas un problème, mais en plus de l'importer, il n'y a aucune maîtrise du sujet et honnêtement, ça me fait peur. Ça me fait peur. Alors la question que j'ai envie de vous poser, parce que notamment au sein des plus jeunes, on l'entend maintenant de plus en plus, qui se pose la question de l'avenir en France. Est-ce que vous avez le sentiment que une histoire qui remonte à très loin, pratiquement au Moyen-Âge, entre les Juifs et la France, est en train de se terminer? Ou est-ce que c'est un moment difficile, comme il y en a eu beaucoup, et qui ensuite sont repartis sur d'autres chemins? Alors, je ne sais pas si je vous livre ma version pessimiste ou optimiste. Vous livrez ce que vous avez envie de me dire, surtout, votre sentiment. J'espère vraiment très très fort que c'est une mauvaise passe. Et le souci, c'est qu'il y a déjà eu des mauvaises passes, il y a eu des heures très très sombres pour les Juifs de France. Et j'ai l'impression que ça y ressemble étrangement, ça en prend le chemin. Donc je crois que là, tout est entre les mains des politiques, mais aussi des votants. De qu'est-ce qui va nous arriver, qu'est-ce qui va nous arriver aussi à l'échéance 2027 avec les prochaines élections. Je crois que tout va dépendre de qui sera au pouvoir parce que je crois qu'il y a des gens en politique qui nous veulent vraiment du mal. Vous dites, parce qu'on l'a beaucoup entendu, vous dites également à votre tour que la virulence de l'antisémitisme est un baromètre sur l'état de maladie d'une société générale sur d'autres sujets. C'est la force de l'antisémitisme renseigne sur l'état du pays? Je pense qu'il y a une espèce de convergence des luttes, c'est-à-dire que quand un pays va très très mal sur beaucoup de sujets sociaux et économiques, je crois qu'il y a un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, c'est la haine du juif. Qui permet justement d'exorciser, ouais. À la fois de réconcilier peut-être et de même une forme de catharsis sur voilà pourquoi on va mal, mais au moins on désigne une raison commune. C'est ça, une convergence des luttes qui est parfois très étrange quand on voit les personnalités qui se regroupent ensemble uniquement contre les Juifs. Vous avez aussi travaillé sur une photo qui vous a particulièrement marqué, on en a parlé, c'est justement, puisque on parle de temporalité, c'est cette horloge de Denis Rose.
Comment vous y arrivez? À quel moment? Et qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous? Alors, à ce moment-là, je fais mon reportage photo. Je suis seule dans les rues du kibbutz Nir Oz. Je découvre, je prends les émotions, et je rentre dans des maisons qui ne sont pas les miennes. Je rentre dans l'intimité des gens et je capture tout ce que je peux qui va faire office de mémoire. Et je rentre dans une chambre qui est sans dessus-dessous, avec les murs couverts de suie. Je comprends que beaucoup de choses ont brûlé, ont fondu. Et à mes pieds, je vois une horloge un peu fondue, accidentée. Et je vois que l'horloge ne tourne plus. Et je prends effectivement cette photo en me disant mais quel symbole, quelle métaphore. Effectivement, le temps s'est arrêté à Nir Oz, le temps s'est arrêté. Cette maison-là s'est arrêtée à cette heure-là précise. Et ça m'a fait comme un coup de massue de réaliser que le temps s'est arrêté pour beaucoup de gens ce jour-là. Le temps d'Israël est resté effectivement bloqué très longtemps au 7 octobre. Vous avez le sentiment qu'on arrive, puisqu'on parle beaucoup, pour la première fois peut-être d'ailleurs, du jour d'après en Israël. Vous pensez qu'Israël est en train d'arriver vers le 8 octobre, c'est-à-dire commencer à réfléchir à comment tourner la page? Je pense très sincèrement que oui. Il y a un peu plus d'une semaine, je vous aurais vraiment pas dit ça parce que moi-même, j'étais bloquée au 7 octobre et la seule chose dont je rêve, c'est de me réveiller le 6 octobre et de ne pas vivre tout ça. Oui, mais quand on est Tikkun Olam et qu'on va devant... il faut aller de l'avant, effectivement. Et avec la libération de tous les otages vivants, c'est un énorme soulagement. C'est un pas en avant, c'est beaucoup d'aide de la part de nos alliés et de voir tous ces gens... exploser de joie et danser ensemble pour fêter le retour de nos otages vivants, c'est un pas qui est énorme et je crois qu'on est sur le bon chemin, oui. Comment les communautés que vous avez suivies particulièrement dans ce sud d'Israël, qui étaient face effectivement à Gaza, qui très souvent d'ailleurs revendiquaient la coexistence avec les Palestiniens, donc doublement touchés, à Nir Oz, comment ça se passe aujourd'hui? Alors la reconstruction du kibbutz a donc été actée, ça va se produire. Quand exactement, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent tous les jours sur place. Je sais que le bétail, enfin il y a beaucoup de gens qui travaillent encore sur place. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. J'ai contact avec beaucoup de survivants qui ne se sentent pas encore prêts à y retourner. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie n'a jamais quitté Nir Oz. La végétation a toujours continué à pousser. Les animaux sont toujours très heureux là-bas. Je les ai vus en allant faire les photos. C'était vraiment une belle preuve que la vie continue. Ce qui vous a frappé, c'est qu'effectivement, à côté de ces images de désolation, il y a la végétation qui continue à être luxuriante. Les animaux sont encore là. Oui. Et donc vous dites, c'est là la possibilité de repartir. Pour moi, la vie n'a jamais quitté ces endroits, n'a jamais quitté Nir Oz. J'en ai eu la preuve sous les yeux. Et oui, les maisons sont brûlées, mais on va reconstruire, c'est une évidence. Et justement, je le disais tout à l'heure en début d'émission, il y a dans ce texte de Delphine Orwiller sur Tikkun Olam qu'elle vous a accordé pour ouvrir votre livre, il y a cette réflexion sur qu'est-ce que la réparation exactement. Ça n'est pas oublier, ça n'est pas faire en sorte que ça n'ait pas existé, mais c'est vivre avec ce qui a été cassé, ce qui a été brisé. Ça rappelle aussi ce que dit le patron de l'hôpital des urgences, de l'hôpital de Soroka, dans le sud d'Israël, qui a été interviewé sur RCJ, qui dit en fait on ne guérira jamais, mais on continuera à avancer. De ce point de vue-là, est-ce que vous avez comme projet de continuer à documenter cette réparation, ce retour à la vie? Comment vous allez faire? Puisque vous avez commencé à le faire dans le temps des difficultés, comment vous allez faire maintenant? Oui, je pense que ma mission n'est pas finie. Je pense qu'il faut continuer à documenter, non plus le chaos des kibboutz détruits, et heureusement, mais les gens. Continuer à documenter les gens, les émotions, les prises de risques aussi, parce que le travail des associations présentes dans ce livre n'est pas fini non plus. Comme on le disait tout à l'heure, il y a encore des otages à libérer, il y a encore du travail à faire sur l'antisémitisme, le devoir de mémoire. Donc ma mission n'est pas finie et bien évidemment que je serai là où on a besoin de moi. Et les associations, elles réfléchissent aussi au fait de savoir comment muter, comment s'adapter à la nouvelle époque?
Nous vivrons, par exemple, qu'est-ce que va devenir Nous vivrons aujourd'hui? Comment ils vont se transformer, d'après ce que vous savez? Alors, nous vivrons à des beaux jours devant elle, cette association, parce que le but de Nous vivrons, c'est vraiment de lutter contre l'antisémitisme en France. Donc ça, pour le coup, ça n'est pas avec le retour des otages que l'antisémitisme a baissé. Donc l'association Nous vivrons va continuer ses actions coup de poing, ses marches, ses protestations. Et les autres associations, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles auront toujours des missions, ne serait-ce que pour le devoir de mémoire. Merci beaucoup, Léa Marciano, d'être venue nous voir pour nous parler de Tikkun Olam, donc au Grand Oral. Les bénéfices de la vente de ce livre vont directement aux associations qui aident les kibboutz de la région. C'est bien de le préciser, puisque c'est un beau cadeau et un beau geste également.